La confrontation de Georges Tron et de ses accusatrices au tribunal d'Évry. Poursuite des grèves des bus à Draveil et Vigneux. Coup de projecteur sur le château de Montlhéry, prochainement accessible après 20 ans de fermeture. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, c'était aujourd'hui la première fois que Georges Tron, mis en examen pour viol et agression sexuelle, était confronté à ses deux accusatrices. Interrogées l'une après l'autre, la première plaignante, Virginie Faux, est ressortie vers 14h30 après plus de 4 heures avec les juges et celui qu'elle accuse d'abus sexuels. Audrey Coll, Marion Imbert. Moi, j'appréhendais beaucoup de me retrouver face à lui. Et en fait, j'ai plus peur du tout. Donc c'est pour moi une grande victoire. Je l'ai trouvé tellement pathétique. Virginie Faux n'avait pas revu Georges Tron depuis près de 2 ans. Elle raconte son angoisse à l'idée de le revoir et pensait encore qu'il exercerait une emprise sur elle. Elle se dit à présent soulagée et maintient ses accusations, tandis que Georges Tron et ses avocats ont avancé la théorie d'un complot à cause d'une opposition avec 2 conseillers régionaux FN. La thèse, c'est celle du complot du Front National. Nous disons que il y a beaucoup de témoins, beaucoup de personnes qui viennent appuyer ce que disent les victimes, qui n'ont pas le moindre lien avec le Front National. Jusqu'en début d'après-midi, le principal protagoniste est d'ailleurs resté invisible. Georges Tron n'est pas apparu à la sortie du tribunal. À 15h30 reprenait la deuxième confrontation et juste avant, Eva Loubrieux, deuxième plaignante, se sentait plus forte du témoignage de Virginie. Je suis soulagée d'entendre tout de même que les thèses et la défense de M. Tron ne semblent pas beaucoup tenir la route. Les propos même des confrontations sont restés secrets, comme l'exige l'instruction, et l'avocat de Georges Tron a d'ailleurs préféré ne pas commenter. Dès que nous sommes sortis, nous nous sommes aperçus que l'une des plaignantes donnait une conférence de presse, ce qui vous montre le respect accordé à la justice quand elle vient de dire quelque chose. Donc nous respecterons l'engagement pris devant le juge, mais croyez-moi, nous sommes très satisfaits. M. Tron et sa défense ne procèdent pas de la même manière. Ces confrontations ont permis de dévoiler les 2 grandes lignes de défense. Chacun des partis s'est dit satisfait. Au juge d'instruction, à présent, de trancher. Alors que François Hollande attend le début de la semaine prochaine pour nommer son Premier ministre, on sait que les prétendants à un portefeuille ou à un secrétariat d'État se bousculent. Jean-Michel Apathy recevait ce matin sur RTL Jean-Vincent Placé, le sénateur écologiste essonien, et ne pouvait pas ne pas le questionner sur le fait que chez les Verts, on s'agitait beaucoup depuis l'élection pour figurer dans le gouvernement. Jean-Vincent Placé s'en est d'ailleurs excusé. Effectivement, nous sommes un peu cornérisés, un peu en donnant une image de chasse au portefeuille, aux Marocains, selon la formule. On en a trop fait, et d'ailleurs, je tiens à le dire très tranquillement, je présente mes excuses aux élus et électeurs écologistes, aux militants qui pourraient penser que notre journée est constituée à courir après François Hollande et ses amis pour justement obtenir ce Marocain. Voilà qui est dit. Reste que l'écologie, malgré son faible score à la présidentielle, pèse lourd. Et nous avons évidemment demandé aux Essonniens quelle importance elle devait, l'écologie, être en mesure de revendiquer au sein du gouvernement. Parce que l'écologie, c'est simplement, de mon point de vue, la société dans son environnement. Et on ne peut pas faire l'impasse sur l'environnement, son milieu de vie, etc. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental parce que quelque part définitoire. C'est toujours bien de mélanger plusieurs avis, de toute façon, pour équilibrer un peu les choix pour l'avenir. Poser des questions, je pense, sur les questions environnementales. Je pense que ce serait intéressant d'avoir des gens qui connaissent bien ces dossiers-là et qui ont cette vocation-là. Je pense que la nature, elle est quand même très touchée, je dirais, avec la pollution, les voitures. Tout ça, ça fait des dépôts dans l'air, on a beau dire. Et ceux qui sont fragiles, plus ou moins, c'est quand même important qu'ils ont leur place, les écologistes. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut penser à après, quoi, avec les énergies propres et tout ça, et je pense que ça peut aussi être un moyen de relancer l'économie en passant justement par tout ce qui est propre et les nouvelles énergies. On a essayé tout ce qui est polluant, ça n'a pas marché, d'après ce que je sache. Donc tout ce qui est écologique, ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Et je suis avec.
Enfin, pour la petite histoire, Julien Drey n'en finit pas de subir les conséquences de son invitation à son anniversaire il y a quelques jours à Paris. Le député essonien, qui s'était rendu hier au QG de François Hollande pour un pot de fin de campagne, a été fermement prié par la compagne du président élu de rebrousser chemin. Valérie Trierweiler n'a pas apprécié qu'entre les deux tours, Dominique Strauss-Kahn se soit rendu à l'anniversaire de Julien Drey sans que ce dernier ait prévenu les autres invités. La grève des bus, elle continue à Draveil, à Vigneux. Quasiment aucun véhicule ne circule depuis samedi. Les négociations annuelles achoppent toujours sur le montant de la participation aux bénéfices, celle-ci ayant chuté, je vous le rappelle, de 1150 à 150 €, ce que les conducteurs n'aient, selon leur dire, été prévenus sans qu'ils aient été prévenus. La distance entre ce que réclament les syndicats et ce que propose la direction se réduisant, un accord pourrait néanmoins encore intervenir ce soir. Christophe Garnier. Vigneux et Draveil sont privés de bus depuis samedi. Les véhicules de la société Garel et Navarre sont toujours bloqués au dépôt. Les syndicats reprochent à leur direction d'avoir réduit leur participation aux bénéfices sans les prévenir. Cette année, les conducteurs n'auraient touché que 150 € au lieu des 1150 qu'ils recevaient tous les ans jusqu'ici. La direction explique cette baisse par la perte de chiffre d'affaires qui serait passé de 720 000 € l'an dernier à 340 000 cette année. L'entreprise aurait notamment perdu un gros contrat de transport scolaire. On sait qu'une participation au bénéfice peut baisser. Ça aurait été dans l'ordre de 200-300 €. Ça fait mal, mais on l'aurait compris. Mais là, de passer de 1300 l'année dernière à 150, ça fait mal. Et ce qu'on reproche le plus à l'entreprise, c'est de ne pas nous en avoir averti avant. Il a fallu qu'on attende qu'on touche cette somme pour le savoir. Aujourd'hui, les positions de chacun se seraient rapprochées. La direction proposerait 375 € et les syndicats ne réclameraient plus que 650. Des syndicats qui estiment que cette participation au bénéfice est un juste retour de leur investissement personnel dans l'entreprise. Personnellement, ça ne fait que 3 ans que je suis ici dans l'Essonne, mais je suis depuis 20 ans dans le groupe Keolis et j'ai 20 ans de métier. C'est-à-dire que si je ne faisais pas d'heures sup, que je n'avais pas certaines primes, si je ne travaille pas le samedi ou le dimanche, ce qui me donne des primes, eh ben je serais à même pas 1500 € net. Côté Thézène, le trafic perturbé suite à un très grave accident de passagers samedi reprendrait peu à peu. Cet après-midi, 60% des véhicules de substitution semblaient circuler. Et puis avec Claire Colombel et Margot Lefebvre, un coup de projecteur sur le château de Montlhéry qui va de nouveau être accessible au public. Dominant la ville et les communes voisines, le donjon de Montlhéry se dresse sur cette butte. C'est vers 1200 que ce château est construit pour surveiller la route d'Orléans à Paris. Aujourd'hui, d'en haut, on peut observer la tour Eiffel ou Montparnasse. Seuls quelques vestiges, une cave à vin et le donjon témoignent actuellement de l'histoire de ce château qui a abrité pendant de longues années les seigneurs de Montlhéry et certains rois. Suite en fait à des reprises du château successives, sous Henri IV, la décision a été de le démanteler. Donc garder la tour principale, le donjon, pour pouvoir avoir une sorte de poste de guet, mais que la forteresse en elle-même ne soit plus un lieu de prise et de reprise successives du château. Pour l'anecdote, la ville de Montlhéry regorge de souterrains, mais aucun n'a pour le moment été découvert au château. Depuis 20 ans, l'accès au domaine est très ponctuel. En 2000, d'importants travaux de sécurisation du site ont été réalisés, mais faute d'accord de la Direction régionale des affaires culturelles, la tour était restée fermée. Prochainement, on va avoir le plaisir d'avoir une ouverture avec une signature de convention au mois de juin qui donnera une délégation à la ville de Montlhéry pour qu'on puisse nous-mêmes avoir la gestion de la tour, ce qui nous permettra d'ouvrir au public et de faire une ouverture officielle, inauguration donc prévue pour la fête du patrimoine, 3e semaine de septembre. Le maire a maintenant une autre idée en tête, reconstruire avec les méthodes de l'époque les remparts et les tours du château.